Merci à toutes et à tous d'avoir respecté le temps très restreint de cette pause. Je vais vous demander de reprendre les conversations individuelles un tout petit peu plus tard, puisque nous avons le plaisir de reprendre ce très beau programme de la matinée. Merci de vous installer confortablement. Donc, après l'intervention de Madame Guarnaccia tout à l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir en direct de Paris, du train de ce matin, Monsieur Roland Coutenceau, c'est un honneur. Psychiatre et psychologue, vous êtes expert judiciaire à la fois près la Cour d'appel de Paris, mais aussi près la Cour de cassation. Vous avez mis en place avec le parquet général une grille d'évaluation des conjoints violents. Je ne pourrais pas citer l'intégralité de vos travaux parce que je pense qu'on déborderait. Du traumatisme à la dissociation, vous travaillez maintenant sur la prise en charge des victimes et des auteurs. Voilà ce que je peux dire avant de vous passer le micro en vous remerciant encore une fois chaleureusement. Bon, bonjour à tous. Je ne connaissais pas Vannes, mais quelqu'un, en arrivant, m'a dit que c'était une ville encore plus sympathique quand il ne pleut pas. Oui, on a des préjugés sur la Bretagne. Moi, je suis originaire du Sud, je suis ariégeois. Bon, donc, aussi des... Alors, sur ce sujet, quelques éléments d'introduction, toujours important, toujours d'introduire le sujet. 3 parties, la dernière, je pense que je n'aurai pas le temps de le traiter. Du côté des victimes, je vais l'intituler « Pourquoi un si long silence ?» Du côté des auteurs, on essaiera de voir comment une évaluation pluriaxiale donne un certain nombre d'outils à tous. Et moi, je suis très soucieux un peu de créer un discours clinique de sémiologie qui est accessible dans l'interdisciplinarité. Parce que vous l'avez dit, en fait, la criminologie clinique est de fait quelque chose d'interdisciplinaire. Donc, vous allez voir si ça vous parle, un petit peu cette évaluation des auteurs. Et puis, bien sûr, il y a les enfants. Et donc là, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer, mais dire quelque chose, un peu, c'est très important, un peu tout simplement de parler aux enfants, des enfants exposés aux violences. Alors, quelques éléments d'introduction. J'essaie toujours, quand je présente ce sujet, d'être un petit peu original, un peu pour moi-même, un petit peu pour la salle. Donc d'abord, des éléments classiques. Vous observerez qu'en France, comme dans tous les pays, en ce qui concerne en tout cas la violence conjugale, il y a eu 3 mouvements qui, dans l'ordre chronologique, ont été partout un peu les mêmes. D'abord, et c'est le mérite des associations féministes, de parler de cette violence dans l'intimité, et donc on s'est d'abord occupé des victimes. En France, en 2005, j'ai coordonné la rédaction d'un rapport un peu pour la mise de la parité, donc prise en charge du conjoint violent. Et en 2010, un petit peu, on s'est occupé, et les enfants dans tout ça, avec l'idée évidemment de la prévention. Donc ces 3 manières dont la société s'en est occupée ont été assez semblables dans tous les pays. Le deuxième élément sur ces sujets, c'est que, et donc la collègue y contribue, mieux évaluer, c'est mieux traiter et c'est mieux prévenir. Il y a une intelligence de l'évaluation. Il y a 2 actes intellectuels qui sont un peu différents. Un, c'est d'évaluer les situations, et 2, c'est les traiter. Et en même temps, plus l'évaluation est bonne, plus également il y a des idées de prévention. Mon 3e élément préliminaire, c'est de dire... J'ai beaucoup aimé la psychopathologie quand j'étais plus jeune, mais en même temps, elle est imprécise. Et vous avez aujourd'hui 2 tubes de la psychopathologie qui sont dans toutes les bouches, y compris de nos politiques. Ça, c'est dire que l'emprise et, attention, le fameux pervers narcissique. Hein. Bon, alors, quand on a dit ça, on a l'impression qu'on a tout compris. Hein. Les situations à décoder sont des situations d'emprise où est à la manœuvre un pervers narcissique. Alors, moi, je trouve que, bien sûr, la psychopathologie, ça inspire, mais
je vais essayer, vous verrez si ça vous parle, de trouver un langage plus descriptif, plus concret, plus réaliste, un langage de sémiologie qui est accessible à l'interdisciplinarité. Parce qu'en fait, pour mieux évaluer, il faut le faire dans l'interdisciplinarité. Pour mieux traiter, il faut le faire dans l'interdisciplinarité. Donc on va essayer de trouver un langage qui dit la même chose, mais peut-être plus simple, plus concret, plus... Et puis, il y a un autre, toujours dans les préliminaires. Je pense que pour bien travailler sur la violence dans la famille, en tout cas dans la violence conjugale, il y a un phénomène où tout le monde a un contact plus personnel, on va dire. Il y a dans le couple des violences psychologiques sans violence physique. Et là, on a, effectivement, je dirais que le couple est une situation, dans un des livres que je vous conseille, Amour et violence, le défi de l'intimité, je fais un petit peu de pub, un petit peu pour mes éditeurs, ça sert toujours. Le défi de l'intimité, en fait, effectivement, vivre en couple, c'est pas toujours facile. Tout le monde n'a pas l'intelligence psychologique des Macron, hein, dans le couple, un petit peu, donc qui dure, oui. Voilà, c'est un vrai image. On devrait s'intéresser à leur relation psychologique. Elle apprendrait beaucoup de choses aux gens, un petit peu. Donc, il y a une espèce de défi de l'intimité, mais ce qui m'a intéressé quand j'étais jeune psy, il y avait des théories, pourquoi les gens sont violents, avec des choses, le rapport à la loi, l'enfance, etc. Mais une des choses qui m'a le plus passionné, quand parallèlement à ma carrière d'analyste et puis d'être psychiatre des hôpitaux, j'ai commencé à m'intéresser à l'expertise, à créer des consultations spécialisées un peu pour les victimes et les auteurs, c'est que la violence est parfois spécifique. Certes, il y a des hommes qui sont violents sur leurs femmes, sur leurs enfants, dans la rue, en dehors de la famille, mais il y a des hommes qui sont violents qu'avec leurs femmes. Et donc, il y a ce concept de thématiques spécifiques que je développerai un peu plus tard, mais je vais les nommer quand même. La jalousie, la peur de perdre, gérer le différent, la confiance en l'autre, la confiance en soi. Tous les violents ne sont pas jaloux, tous les jaloux ne sont pas violents, mais beaucoup de violents sont jaloux. On verra aussi l'intensité un peu de ces phénomènes spécifiques, un peu qui entraîne un peu cette contrainte, ce désir de maîtriser l'autre dans le champ du couple. Voilà quelques éléments d'introduction. Alors, première partie, pourquoi un si long silence? Regardez, vous êtes tous plus ou moins jeunes dans cette salle. On en parle quand même depuis un moment des violences conjugales. Et pourtant, on a l'impression, même si sans doute ça va plus vite, pourquoi on va prendre le plus fréquent, violence d'un homme sur une femme, même s'il y a effectivement, on n'ose presque plus le dire, des femmes violentes. Bon. Mais il faut quand même le dire. Mais à 85%, 90%, c'est quand même des hommes. Mais pourquoi, effectivement, les femmes mettent aussi longtemps à nous en parler? Et pour chaque développement, je vous proposerai un message. Je vais le dire à l'introduction et à la fin. Le message, c'est on va essayer de comprendre pourquoi, nous les professionnels, c'est important parfois de deviner les situations. Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais jeune psy, il y avait la psychanalyse était la dominante à l'époque, et il y avait le fin du fin, c'est qu'il fallait attendre que les gens parlent d'eux-mêmes, pour pas, fallait pas polluer un petit peu le fonctionnement psychique de l'autre avec ses propres hypothèses. Et donc, j'ai grandi en tant que jeune psy dans cette idéalisation qu'il fallait, je parle des adultes, les enfants c'est un peu différent, attendre que les gens parlent. Et toute ma carrière, et notamment dans le domaine de la violence, je me suis dit, si on attend qu'il ou elle parle, on attend trop de temps. J'ai entendu 90% des victimes que j'ai vues dans ma longue vie me dire, si quelqu'un l'avait deviné, je l'aurais dit plus tôt. Éloge pondéré du devinement. Les gens ont besoin qu'on dévoile les choses, qu'on les... Alors pourquoi? Regardez, pourquoi un si long silence? D'abord, on pourrait se dire que quand on subit de la violence dans un couple, on a peur physiquement. Et oui, il ne faut pas le négliger. Hein. Il y a des hommes qui sont violents, un peu comme des hommes de Cro-Magnon, un peu dans l'intimité. Et donc, finalement, la peur de la violence physique
fait en sorte qu'on hésite à 2 fois à le dire, parce qu'on se dit, ça va être pire, il y aura les représailles, et puis on n'a pas toujours confiance en nous, les professionnels, parce que les gens disent, dites-le, on va s'en occuper. Mais bon, beaucoup de femmes m'ont dit, j'ai porté plainte, il a été en garde à vue, mais quand il est sorti de garde à vue, il était plus de 17 heures du soir, les CMP étaient fermés, les assistantes sociales étaient dérangées chez elles, et même l'association peut-être de France Victimes ne travaille pas à cette heure-là. Bon. Donc, on peut comprendre qu'elles n'ont pas toujours confiance, dites-le et on vous aidera. Mais, plus intéressant, regardez, en général, je le fais dans l'interactivité, je ne sais pas si je vais le tenter. Concrètement, finalement, si on s'entend bien dans cette salle, je vais le tenter quand même, bon. Qu'est-ce que vous avez comme idée? Pourquoi elles mettent autant de temps à nous en parler? Allez, un petit brainstorming avec la salle. La honte, voilà, nommez les choses comme ça. Autre chose. Ça va s'arrêter. Hein? Ça va s'arrêter tout seul. Ça va pas quoi? Ça va s'arrêter tout seul. D'accord, ok. Autre chose. La peur de quoi? Voilà, exactement, la peur de ce qu'ont pensé les autres. Encore un ou deux éléments et on apprend. Je l'aime encore. Et oui, ça ne se détisse pas comme ça, les liens affectifs. Alors regardez, c'est vraiment l'élément le plus intéressant, ces éléments psychologiques. J'en ajoute un, la culpabilité subjective. Curieusement, un certain nombre de gens qui sont victimes, parce qu'ils ont une petite tonalité de fragilité, au lieu de voir ce qui ne va pas chez l'autre, ils ont tendance à trop penser que c'est peut-être à cause d'eux que quelque chose s'est passé, d'autant que, même si ce ne sont pas des grands manipulateurs, certains hommes violents culpabilisent, essaient de culpabiliser. « Regarde dans quel état tu me mets », par exemple, dira un, après avoir bastonné sa femme. Donc, la culpabilité subjective, la honte de subir ça. Il faut juste la honte de subir l'emprise. Et la honte d'un phénomène qui se produit avec quelqu'un qu'on a choisi. Hein. Quand j'étais jeune, les psys adoraient cette phrase « on choisit toujours son conjoint quelque part ». On ne sait pas où, mais quelque part. Bon. Et en même temps, qui c'est qui a choisi cet homme qui ensuite la tape? C'est elle. Donc, ce n'est pas facile, effectivement, de livrer à l'extérieur cette intimité. On en a honte, on a peur du regard des autres. Le couple, c'est aussi soi. Donc, quand on critique son couple, on se critique soi-même. On a peur de l'entourage. Je vais donner un exemple concret. Une femme me dit, le jour de mon mariage, ma mère est venue près de moi. Elle m'a glissé à l'oreille, je t'avais dit de ne pas te marier avec lui. Elles avaient une mauvaise relation du fait de l'enfance. Qui c'est qui va triompher quand je vais être obligé d'annoncer que Bernard me bat? Ben, c'est maman. Donc vous voyez les multiples raisons psychologiques qui font que ce n'est pas facile de livrer cet élément de l'intimité. Et vous voyez là aussi, il y a un troisième concept psychopathologique qui m'inspire aussi, mais je trouve qu'on le met à toutes les sauces. Elles ne peuvent pas parler parce qu'elles sont dissociées. Ben, vous voyez qu'on n'a même pas besoin de ça. On vient de trouver là X raisons qui font que ces femmes ne nous parlent pas, des raisons que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut partager dans l'interdisciplinarité. Il y a un troisième type de difficulté aussi pour ces femmes pour parler, ça a été dit, c'est la dépendance. Ça a été merveilleusement illustré par Maria, je crois, votre témoin. Hein, au fond, finalement, le rapport de soi à soi. Pour quitter quelqu'un, il faut avoir connu avant le lien un rapport de soi à soi, une autonomie personnelle, une autonomie de pensée, et parfois, finalement, on quitte ses parents, on se marie, ou on passe d'un conjoint à l'autre dans le monde moderne. Donc, il y a une dépendance psychique, évidemment, qui peut être d'ordre psychologique, qui peut être familiale. Il y a des gens qui... C'est important aussi, il y a des gens pour lesquels la famille élargie est un clan. Le nombre de femmes qui m'ont dit, dans des ambiances culturelles un peu claniques,
Comment ils vont réagir avant même de se préoccuper des professionnels. Donc, le rapport à la famille, le rapport économique, bien sûr, le rapport à soi, se projeter avec des enfants dans un monde où, finalement, on va peut-être être seul sans lui, parce que, finalement, si on dévoile la violence dans le couple, quel est le risque? Peut-être que, est-ce que, finalement, ça entraînera ou pas la séparation? Donc, vous voyez que, quand on essaie de faire de la clinique quotidienne, je dirais d'ici et maintenant. Moi, j'aime beaucoup ça un petit peu. J'aime un petit peu que la théorie restitue ce qu'on entend les uns et les autres. Finalement, il faut beaucoup citer les gens. Ce que je conseille d'ailleurs aux experts, donc, c'est beaucoup citer les gens. Et on voit que dans ces citations sur le vécu, pourquoi j'ai mis tellement de temps à en parler, on trouve très facilement tous les éléments d'ordre psychologique qui fait qu'on va le dire de façon simple. C'est pas si facile de livrer aux autres que dans son couple, il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer. Et donc, vous voyez, au nom de tous ces éléments, éloge du devinement. Il faut oser, même si on se fait rabourer dans un premier temps, mais au fond, on voit qu'on peut le faire avec beaucoup de subtilité. Tu as l'air moins heureuse. La meilleure amie peut dire « tu me parles moins de Bernard, avant tu avais toujours Bernard à la bouche, qu'est-ce qui se passe ?» Donc je veux dire, faut lancer un petit peu la personne qui vit ça sur cette situation et lui montrer que, et là aussi le témoin l'a très bien dit, il faut être dans la compréhension, dans l'écoute, ça peut arriver. Et regardez, si j'étends, on est nombreux dans cette salle, bon, certains d'entre vous... je pense, ont trouvé le bonheur au bout de leur deuxième ou troisième relation affective. Bon, je me prosterne de ceux qui l'ont trouvé tout seuls dès 18 ans et qui sont encore ensemble, bien évidemment. Ça montre leur sens du choix très jeune. Mais ce n'est pas si facile que ça, le couple. Et même quand il n'y a pas de violence physique, ce n'est pas toujours de la tarte, de supporter l'autre. On va voir un petit peu pourquoi. Pourquoi c'est pas si facile. Et donc, je dirais d'ailleurs même, ce que je dis aux professionnels, c'est penser dans votre vie personnelle aussi aux situations un peu désagréables que vous avez vécues en couple sans qu'il y ait de violence physique. Et vous comprendrez pourquoi, avec des gens plus immatures, plus égocentrés, ça va déboucher vers la violence physique. Mais finalement, je dirais que la violence psychologique sans la violence physique est un merveilleux moyen d'explorer un peu ce défi de l'intimité qu'est le couple. Et regardez pourquoi, je l'illustre déjà dès ce début de conférence, pourquoi c'est pas facile de vivre en couple? Parce que l'autre a un portable aussi qui nous dérange parfois. Non. Pourquoi c'est pas facile? Parce que être en couple, regardez, c'est quoi? En fait, au début, c'est merveilleux, on est amoureux, et ça facilite beaucoup de choses, et je vais l'illustrer là aussi. Mais après, d'emblée, il faut savoir, est-ce qu'on se met ensemble tout de suite ou dans 6 mois? Est-ce qu'on achète une Renault ou une Peugeot? J'essaie de parler français, pour les voitures françaises. Est-ce qu'on a un chien ou un chat? Vous voyez, il y a 1000 raisons de débattre des choses, et l'idéal de nos pays, la démocratie, 50-50, ne donne pas la solution. Donc, il faut trouver des manières inventives de trouver les solutions quand on n'est pas d'accord. Et mon message, vous allez voir la manière dont je vais parler des auteurs, les immatures et les égocentrés, ils ont du mal à gérer un peu cette histoire, un peu du différent. Je vais l'illustrer, j'aime bien les scénettes. Juliette et Bernard sont amoureux. Ils sont amoureux depuis 2 mois. Regardez comme les choses sont simples. Bernard lui dit, ma chérie, on pourrait aller au restaurant ce soir. Oh, mon amour, quelle merveilleuse idée. Je propose un Vietnamien. Oh non, je préférais un Thaï, dit-elle. Oh, mon amour, quelle merveilleuse idée, un Thaï. Les mêmes 6 ans plus tard. Ça commence bien toujours, regardez. On pourrait aller au restaurant ce soir. Elle en voix off. Après 6 ans de lien, il a encore envie d'un peu d'intimité psychologique pour aller au restaurant avec moi.
Oui, mon amour, bien sûr. Je te propose un Vietnamien. Non, un Thaï. Pourquoi toujours ton Thaï? Bon, oui. Donc, c'est un exemple de la vie quotidienne, mais ce qui montre que le couple n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors, je reviens à mon premier message pour clore le premier aspect de pourquoi un si long silence. Le message que je dis à tous les professionnels que j'ai appris, c'est il faut deviner, il faut utiliser son intuition, il faut dire aux gens, avec votre style, avec votre personnalité, que vous avez perçu que peut-être, même si vous trompez, c'est pas grave, il se passe peut-être quelque chose dans leur couple, et les gens parleront plus tôt. Donc, et plus, effectivement, on dépiste tôt, mieux la prévention va se dérouler. Alors, les auteurs, je vous propose d'abord de parler, on est en France, le pays des intellectuels, des grandes idées. Il y a des grandes idées pour expliquer la violence conjugale, les hommes essentiellement. Le premier, c'est un facteur culturel. Il est très brillamment exprimé par les féministes. Est-ce qu'il y a dans la culture des ingrédients qui favorisent la violence, la domination des hommes sur les femmes? Ben oui, on a envie de leur dire, bien sûr. Est-ce qu'il faut totalement tout déconstruire? C'est un autre sujet. Vous savez que le mot déconstruire est un sujet sensible dans le champ culturel. Mais est-ce que ça suffit? Alors moi, je suis psy. Bon, je constate qu'il y a des cultures qui favorisent plus ou moins, effectivement, cette domination de l'homme sur la femme. Et je crois que c'était votre président de département, se rappelait, lui, il a un certain âge, que dans les années 50, les femmes ne votaient pas, n'avaient pas de carnet de chèques, etc. Vous vous rendez compte, la révolution culturelle de la merveilleuse période dans laquelle on est. Mais est-ce qu'il y a des facteurs psychologiques? Ben oui, dans une même culture qui favorise globalement la domination de l'homme sur la femme, c'est certains sujets qui sont violents. Ils ne sont pas tous violents. Moi, je suis originaire du Sud-Ouest, donc une ambiance un peu machiste. Je pense que c'est plus machiste historiquement que la Bretagne, le Sud-Ouest. Bon. Et donc, on va essayer de comprendre quelle structure psychique, quels hommes en viennent à la violence psychologique dans une culture donnée. Et il y a un troisième facteur, le facteur situationnel, le facteur couple. Dans le groupe de travail que la ministre m'avait l'honneur de présider et de rédiger, j'ai dit le couple est une situation à risque. Alors on s'est dit, en général, je suis un psy plutôt positif, optimiste, dans la mouvance un petit peu de l'esprit de Boris Cyrulnik, la résilience. Et là, on s'est dit, mais il prend un coup de pessimisme, il dit le couple est une situation à risque. J'ai ajouté pour les immatures et les égocentrés. Donc, oui, il y a un facteur situationnel qui fait qu'en couple, donc, c'est pas si simple, et les plus immatures, les plus problématiques, les plus astructurés, les plus égocentriques, on va y venir, donc, dérivent vers la violence physique. Alors, est-ce que ces repères théoriques, qui sont tous vrais en même temps, nous aident vraiment pour évaluer l'homme violent? Une réponse est non. Et je vous propose donc une évaluation pragmatique que j'ai voulu exprès interdisciplinaire. On va évaluer l'homme indépendamment des faits. On va essayer de voir ce que l'acte nous apprend de lui. Et on va aussi revenir sur ces thématiques spécifiques qui sont propres à la conjugalité et qui font qu'elles sont mal maîtrisées par certains hommes et donc qui vont dériver vers la violence. L'homme, je ne vais pas vous ennuyer avec un peu des repérages de psy. En fait, la plupart des gens qui dérivent dans la violence, il y a des normaux parfois, alcoolisés, etc., mais ils ont des troubles de la personnalité, mais ces mots qu'on retrouve dans les expertises, la psychopathie, le caractère paranoïaque, le fameux pervers narcissique, les borderline, bon, finalement, on a l'impression qu'il n'y a que des psys qui vont décoder ça, encore que ces mots ont été popularisés, mais je vais utiliser deux mots très simples. La plupart des gens violents sont à la fois immatures
égocentrés. Il y a ceux qui sont plus immatures qu'égocentrés, ceux qui sont autant immatures qu'égocentrés, ceux qui sont plus égocentrés qu'immatures, où on va retrouver un peu des pathologies de l'ego, les mégalos, les paranos et les fameux pervers narcissiques, si on veut. Immaturité, égocentrisme. Vous voyez, ces deux mots d'une psychocriminologie interdisciplinaire accessible à tous. L'immaturité, c'est au fond de penser que dès qu'on est frustré, il y a un problème. Un peu donc globalement, et les gens qui s'énervent en général ont un rapport à la frustration plus importante que les autres. Un exemple concret, une petite vignette. Un homme me dit « J'ai commencé à la taper au bout de 3 ans de cohabitation. » Alors évidemment, je m'intéresse. Qu'est-ce qui se passait avant alors? Alors il me dit, vous savez, docteur, avant, dans les 3 premières années, on n'était parfois pas d'accord, mais finalement, elle était tellement gentille, elle m'aimait tellement, qu'elle finissait par dire la même chose que moi. Vous voyez, l'idéal un peu de cet homme, un petit peu, donc, quand on n'est pas d'accord, l'autre vient sur sa position. Alors, on peut se moquer de lui, mais regardez, on voit que dans la vie sociale, dans la vie des institutions, dans la vie politique, c'est pas toujours facile d'intégrer le point de vue des autres. Donc, alors je lui dis, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 3 ans, elle a défendu son point de vue. Alors, vous voyez un petit peu la frustration qui a dérivé vers la violence physique. Oui, beaucoup de sujets violents sont des grands immatures. Tous les êtres humains, on va pondérer un peu, dans cette salle, je pense que la plupart des gens sont normaux, dans le large spectre de la normalité du fait de leur professionnalisme, mais on garde toujours une petite partie d'immaturité en soi, quoi. Mais certains, ils sont beaucoup immatures que la moyenne. L'égocentrisme. L'égocentrisme. Alors ça, c'est plus intéressant si je fais, là aussi, moi, le type de relation et l'autre. Regardez, je suis dans la première partie de ma carrière psychanalyste, j'écoute les gens et je tends mon oreille droite. Et voilà qu'un homme sur le divan me dit, hier soir, pour la première fois, on n'était pas d'accord, je me suis mis à hurler. Moi-même, je ne me reconnaissais pas. J'ai vu qu'elle était choquée. À un moment donné, elle a eu les larmes aux yeux, elle n'a rien dit. On s'est couché sans se parler. Ce matin, on s'est réveillé, on ne s'est pas dit un mot. Et je me dis, est-ce que c'est à moi à faire le premier pas? Qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle peut m'en vouloir? Est-ce qu'elle me prend pour un dingue? Voyez avec quelle facilité, malgré tout, cet homme qui a poussé une colère homérique est capable de penser ce qui se passe dans la tête de l'autre. Quelques années plus tard, je tends mon oreille gauche et j'écoute des sujets violents. Commencer avec les violences sexuelles, les violences conjugales, les violences sur enfants. Et regardez, qu'est-ce que j'entends? La vie de Bibi, les fantasmes de Bibi, le désir de Bibi, ce que Bibi souhaiterait que la femme de Bibi fasse avec Bibi, ce que j'appelle le bibicentrisme. Vous voyez, c'est au-delà même de l'égocentrisme. Mais surtout, qu'est-ce qui manque? Dans le discours spontané, aucune trace du moindre questionnement sur la réalité psychique de l'autre. Et si je dis souvent « Et elle, qu'est-ce qu'elle peut penser, monsieur ?» Je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête, hein. Je n'ai jamais demandé. Voyez la pauvreté de penser l'altérité dans le fonctionnement psychique. On n'est pas dans la même structure psychique. Donc, il y a un rapport à l'altérité que je viens d'illustrer, une moindre propension, mais ça peut se développer, elle n'est pas nulle, à se demander ce qui se passe dans la tête de l'autre. Il y a bien sûr la dimension égocentrique, et puis regardez, il y a la relation à l'autre. Alors, regardez comment je vais concrétiser dans un langage psychocriminologique l'emprise. La psychopathologie nous dit il y a une emprise de cet homme potentiellement sur cette femme.
Mais comment s'exerce l'emprise? Et là, je vous donne les 4 clés, les 4 modes opératoires que décrit la psychocriminologie. La violence physique. Pan! Je te tape et tu vas adopter mon point de vue. Je menace de te taper. Le harcèlement et la manipulation. Il y en a 4 moyens d'exercer la pression sur l'autre et 2 qui vont être plus faciles à objectiver dans la société des hommes. La violence physique, bien sûr, parce que ça laisse des traces. La menace aussi. On est dans un monde où les gens s'enregistrent les uns les autres, nous amènent des mails. Et puis, 2 mécanismes plus psychologiques qui sont dans le mode opératoire de ceux qui essaient de mettre la pression sur l'autre pour que finalement, il devienne un peu à son service, le harcèlement et la manipulation. Et donc, vous voyez d'ailleurs que les pervers narcissiques, que je préfère appeler les égocentriques manipulateurs, pour moi, ça me parle plus, c'est plus concret. Égocentrique, et là, l'égocentrisme, ça va du degré 1 à la mégalomanie. Et la manipulation, c'est que le mode opératoire propre au pervers narcissique, c'est la manipulation. Mais, vous l'avez vu, il ne faut pas oublier les 3 autres. La manipulation n'est pas le seul moyen d'exercer une domination sur l'autre. Je dirais même que certains sont trop cons pour être des manipulateurs. Ils sont plus proches de l'homme de Cro-Magnon. Ils utilisent par la force, la menace de violence. Donc vous voyez qu'on a besoin de nommer les 4 modes d'abus sur l'autre, y compris dans l'intimité, et ce n'est pas seulement la manipulation. Même si dans le langage social, on a tellement développé cet élément que ces hommes seraient tellement intelligents, ils pressent sur de l'autre, ils les culpabilisent, ils vacualisent la victime pour faire en sorte de la couper de tous ses camarades, ses amis, etc. Vous voyez que ce mode opératoire de la manipulation n'est pas le seul, et loin s'en faut, qui opère dans les violences conjugales. Les 3 autres sont aussi particulièrement actifs. Donc, on a là, au niveau qui est cet homme, indépendamment des faits, 2 mots, l'immaturité, le rapport à la frustration, l'égocentrisme, une moindre propension à se situer dans l'altérité, et avoir tendance à vouloir dominer l'autre par les 4 modes opératoires, la violence, la menace, le harcèlement, la manipulation. Alors, maintenant, l'acte. Ma pratique expertale depuis l'âge de 30 ans m'a appris à isoler d'abord, à me dire qui est cet homme indépendamment des faits. Et c'est toujours quelque chose d'extrêmement intéressant. Il faut oublier un instant le comportement qui lui est reproché pour décrire l'homme. Mais en même temps, on ne peut pas faire l'économie de l'analyse de l'acte. Alors l'acte, bien sûr, il va résulter de l'enquête, il y a des faits objectifs. On ne peut pas travailler sans le vécu, le discours de la plaignante, et aussi on va travailler avec le discours du sujet, je ne vais pas tous pouvoir les développer. Et concernant l'acte sur les hommes violents, on peut leur demander qu'est-ce qui se passe dans leur tête avant l'acte, pendant l'acte, après l'acte. Je vais utiliser après parce que là, une femme les accuse, une femme a posé plainte, et donc on va voir un petit peu comment ils se situent face à cette accusation. Les 5 éléments que je vais explorer, c'est la manière dont ils partent de l'acte, est-ce qu'ils le reconnaissent ou pas, la reconnaissance ou pas de leur responsabilité, le vécu d'avoir fait ça, la capacité d'appréhender ce qui se passe dans la tête de la victime, de leur femme, et le rapport à la loi sociale, donc qui les interpelle, et c'est relativement récent à échelle de vie que dans les démocraties, on mette en garde à vue un homme violent. La reconnaissance des faits, elle peut être totale, c'est rare, mais ça existe, des gens qui reconnaissent exactement ce qu'elle dit qu'ils ont fait. La reconnaissance partielle, qui est beaucoup plus courue, je ne sais pas pourquoi, il n'y a souvent que des gifles, et ce ne sont même que des petites gifles. Mais quand on dit, mais elle dit que vous l'avez tapé avec le poing, comme Bertrand Cantat a tapé son mari Trintignant, ah non, docteur, vous savez à quel point les femmes ont cette fâcheuse tendance à exagérer. Hein, bon. Reconnaissance partielle des faits. Une autre qui est extrêmement intéressante aussi pour nous psychiquement, la reconnaissance indirecte.
Je m'en souviens pas, mais si elle le dit, c'est vrai. Alors il faut quand même saluer. Bon, alors, je m'en souviens pas. Est-ce qu'il avait trop bu? Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Mais il ne veut pas en parler. C'est ça la reconnaissance indirecte. Je m'en souviens pas, donc au fond, il échappe à l'évaluation, il va plus en parler puisqu'il s'en souvient pas. Mais quand même, il salue que ma femme ne ment pas. Elle dit vrai. Si elle le dit, c'est que sûrement vrai. Et puis vous avez trois autres manières. Bon, quand j'étais jeune, vous avez vu que j'ai pris une distance par rapport à la psychopathologie qui m'a beaucoup inspiré. Vous le voyez d'ailleurs, même les hommes politiques le disent, le déni. Mais le déni, c'est un mécanisme inconscient. Est-ce qu'on a besoin de trouver le déni pour se gargariser un petit peu de ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas plus simple? Est-ce que simplement, ce n'est pas une négation? Une négation, c'est je dis que ce n'est pas vrai, mais je sais que c'est vrai. Donc la négation peut être banalisante. Il y a des gens qui nient mollement. Il y a des gens qui nient de façon plus sténique. Ah, ça ne va pas se passer comme ça. Dès que je sors de garde à vue, je vais porter plainte pour diffamation. Donc avec la thèse du complot. Elle prépare le divorce pour mieux le faire à son avantage. Et puis la négation avec défi, où le sujet nous fait un bras d'honneur. Je sais que c'est moi, tu sais que c'est moi, mais bon, je t'emmerde, je n'ai pas envie de t'en parler. Donc il y a 3 manières de reconnaître et 3 manières de nier. Ce n'est pas le même psychisme exactement. Ensuite, il y a ceux qui reconnaissent les faits, leur responsabilité, pardon, et ceux qui, ça commence bien, oui, c'est un peu moi, mais pourquoi elle me provoque, etc. Donc, un peu sa responsabilité et beaucoup la sienne. Donc, là, on a sur ce registre la conscience qu'a le sujet de son propre fonctionnement, quelque chose qui est extrêmement intéressant. Ensuite, il y a le vécu d'avoir fait ça. Est-ce qu'ils sont indifférents? Est-ce qu'ils ont un vague malaise? Est-ce qu'ils ont vécu de honte? Est-ce qu'ils ont vécu de culpabilité? Là aussi, ce n'est pas exactement la même manière de réagir. Ensuite, on peut leur demander la conscience qu'ils ont du retentissement psychologique possible pour leur compagne. Et là aussi, ça va, c'est extrêmement variable, cette capacité d'appréhender ce qui se passe dans la tête de la victime. Idem, le rapport à la loi. Il y en a certains qui trouvent légitime que le procureur se saisisse d'eux. D'autres qui trouvent que c'est normal, mais quand même, bon, j'ai jamais eu de problème, me mettre en garde à vue, etc. Puis d'autres qui s'attaquent à la loi, qui sont extrêmement agressifs vis-à-vis de cette interpellation sociale qui n'existait pas, évidemment, il y a quelques décades. Et finalement, là, quand on liste un petit peu tout ce qu'il dit sur ces 5 items, on voit qu'il va avoir un groupe plus des immatures qu'égocentrés, qui vont dire beaucoup de choses, qui vont être assez faciles à prendre en charge pour des équipes spécialisées comme la mienne. D'autres qui sont autant immatures qu'égocentrés, avec des mécanismes de scotomisation partielle. C'est moi, mais tout ce qu'elle dit n'est pas vrai, etc. Bon, j'ai un peu honte, mais c'est aussi de ta faute, etc. Donc des discours un peu, on va dire, contrastés. Et puis des personnalités plus toniques, un peu, qui ont une analyse de tout, voire même un petit peu qui s'attaquent violemment au discours de la plaignante et même restent menaçants. Donc il y a dans le positionnement face aux faits, des discours extrêmement variables qui, pour les équipes spécialisées comme la mienne, nous posent des difficultés qui sont variables. Alors, les thématiques spécifiques, 3e élément du trident, qui est cet homme? Qu'est-ce que son acte nous apprend de lui? Les thématiques spécifiques. Oui, il y a des thématiques spécifiques qui expliquent que certains dérapent dans la conjugalité. Et là aussi, je vais donner quelques exemples concret. La jalousie. Alors la jalousie, vous savez, bon, quand on aime, on est jaloux, c'est normal. Mais il y a une intensité de la jalousie de caractère pour les psys. Et regardez, je vais l'illustrer. C'est un jeune très sympa, plus immature, comme ça, bon, on a une bonne relation. Et il me dit, docteur, il faudrait que je vous dise quelque chose, mais même à vous, j'arrive pas à vous le dire, etc. Alors bon, vous avez compris, je l'encourage, ok, d'accord, bon, il hésite, etc. Il me dit, voilà, il hésite encore une dernière fois. Il me dit, voilà, ma femme, vous savez, j'ai un rêve, j'ai un fantasme. Je rêverais de lui mettre un collier, et puis elle serait au bout d'une laisse. Mais la laisse, elle pourrait être très longue, 1 kilomètre, 2 kilomètres, 5 kilomètres. Elle pourrait aller où elle veut. Mais quand je serais inquiet, je tirerais sur la laisse, etc., jusqu'à ce qu'elle revienne. Ah, elle est là, elle n'est pas en train de me tromper. Vous avez vu l'intensité de la jalousie lancinante de cet homme? Si on ne sait pas ça, on ne comprend rien à ce qui fonctionne. Donc, de temps en temps, vous avez des jalousies
hors norme de ce qu'on appelle, nous, la jalousie de caractère, qui ne vont pas vous avouer, évidemment, qui explique un petit peu la violence. Alors, quand quelqu'un est jaloux, regardez, je suis sûr, dans cette salle, certains d'entre vous ont vécu avec un partenaire jaloux. Bon, pas celui à quel vous êtes actuellement, que vous êtes extrêmement mature, équilibré, mais le précédent ou la précédente. Bon. Donc, c'est pas si facile que ça de vivre avec quelqu'un plus jaloux que soi. Hein. Donc, la jalousie, la peur de perdre. Là aussi, regardez, quand on aime, on a peur de perdre. Mais là aussi, qu'est-ce qu'il faut évaluer? L'intensité de la peur de perdre. Qu'est-ce que se disent deux personnes qui se disputent? Je suis sûr que même dans les matures dans cette salle, ça vous est peut-être arrivé. Qu'est-ce qu'on finit par dire quand on est vraiment très énervé vis-à-vis de son conjoint? Parce que quelqu'un va s'en souvenir. Bon, non, vous pensez que c'est dans le couple de votre voisin, d'accord, mais qu'est-ce qu'on finit par dire? C'est ça, je m'en vais. Voilà, mais on le dit de façon plus punchy dans le monde moderne. Casse-toi ou je me casse. Hein. Et regardez cette image que j'emprunte, j'adore le cinéma. Un couple se dispute et l'homme finit par dire « casse-toi ». Alors en général, vous le savez, on dit simplement pas « casse-toi », mais qu'est-ce qu'on dit après? Je veux voir si vous avez vraiment de l'expérience de terrain. Alors, bon, personne ne prononçait le mot? Oui, pauvre con, pauvre conne, salaud, salope, etc. Bon, etc. C'est ça un petit peu. Alors, regardez ce qui se passe. Le cinéaste mime la scène et justement, l'homme potentiellement violent dit à sa compagne « casse-toi, salope ». Mais que fait la salope? Elle exécute ce qu'il dit. Elle se dit qu'il me traite comme ça et elle commence à marcher vers la porte. Et alors, regardez qu'est-ce qui se passe, filmé par le cinéaste. Le type court, il bloque la porte. « Tu vas pas me quitter comme ça, grosse salope !» Il n'est pas à la hauteur de son casse-toi. Il y a une intensité dans le vécu potentiel de la perte de l'autre dans ces sujets immatures, égocentrés. Finalement, ils se la pètent, mais ils sont extrêmement fragiles. Ils se la pètent, ils dominent l'autre. Regardez, ça a été très bien illustré par ma collègue. Oui, ils exercent une pression sur l'autre pour le dominer. Sauf qu'une partie d'entre eux, ils sont aussi dépendants. Et là aussi, je me rappelle un petit peu, c'était quoi un film de Claude Sautet. C'était un type qui trompait sa femme, il se la pétait, etc., etc. Il avait des amis. Et puis un jour, il rentre chez lui, plus de femmes, plus d'enfants, plus de meubles. Il téléphone à ses copains, etc. Donc, un certain nombre de ces violents sont des grands dépendants affectifs. Ils veulent exercer une pression dominatrice sur l'autre pour la mettre à leur disposition, et en même temps, pas tous, hein, certains d'entre eux, ils ont une dépendance affective, une peur de perdre lancinante, aussi haute en intensité que la jalousie du précédent. Le différent, je l'ai illustré un peu. Je vois que beaucoup de gens dans les couples ne savent pas gérer le différent. Alors bien sûr, les gens plus élaborés arrivent à gérer quand on n'est pas d'accord, on s'en sort, bon, on va voir le... Mais regardez, j'ai une histoire de couple de mes amis. On a frisé la violence conjugale. Alors je vais vous dire un petit parce que c'est très dans le sujet. Ils voulaient avoir... Il me reste 5 minutes. Ils voulaient aller voir un film de Polanski et elle ne voulait pas aller voir le film de Polanski. Bon, alors vous voyez qu'un petit peu comment... Et donc, on a frisé un petit peu la violence. Donc, ce n'est pas si facile que ça de gérer le différent. Bien sûr, c'est possible, mais certains, immatures et égocentrés, n'y parviennent pas au prix que ça débouche sur la violence. Et puis, il y a un imaginaire du couple. Je vais nommer des imaginaires du couple. La plupart des gens ont des imaginaires un peu mixtes. Le couple fusionnel, on fait tout ensemble. Mais quand on ne fait pas tout ensemble, ça ne va pas. Le couple possessif, bon, il faut toujours qu'elle soit à moins de 5 mètres de moi, sinon je panique. Le couple dominant-dominé, un peu où tout serait tellement plus simple s'il y en a un qui décide de tout. Le couple libertaire, il y a des gens qui ont cru
maîtriser la jalousie en se donnant le droit de la liberté sexuelle. Finalement, je ne conseille pas, parce que je n'ai quand même dans la clientèle. On croit que c'est intelligent, mais je vais vous le dire un petit peu. Il y en a un qui dit... Parce que, regardez, quel est le risque de la liberté sexuelle? Eh bien, je vais l'illustrer par cet homme libertaire silané qui a fini par taper sa femme. Il dit, Bibiche, c'était pas prévu que tu puisses tomber amoureuse. Ben oui, bon, attention. Donc, c'est pas si ça. Alors, et je glisse vers ma conclusion, évidemment, il y a, et vous l'entendez, le couple égalitaire. Ben oui, voilà, dans le monde moderne, tout le monde nous dit ce qu'il faut faire. Sauf qu'il y a un long travail d'élaboration personnelle, de maturation, de l'idéal à la mise en pratique. Hein, bien sûr, le théoriser, c'est bien, le réaliser, c'est mieux. Alors, avec ces éléments, vous voyez d'ailleurs que dans le domaine de la victimologie et dans le domaine de l'agressologie, on a un peu toujours les mêmes techniques de prise en charge. L'individuel, le groupe, parce qu'ils s'écoutent les uns les autres, et puis même, je vous fais une confidence, dans le rapport que j'ai rédigé, il y avait un sujet très sensible, et vous l'avez entendu. Est-ce qu'après des violences conjugales, on peut ou pas proposer, à un moment donné, le moment venu ou pas, des entretiens de couple? Alors, c'est un sujet un petit peu sensible. En médecin, j'ai proposé qu'on donne des conditions. Si le sujet reconnaît totalement les faits, s'il reconnaît les conséquences de sa violence sur sa femme, s'il est capable d'être sensible au regard de ses enfants, on peut, le moment venu, dans une prise en charge, proposer éventuellement un entretien de couple parallèlement au suivi, dans la mesure aussi où certains, contrairement à ce que pensent nous les professionnels, vous en voyez beaucoup, quel est le point aveugle du discours social? Certains restent ensemble après la plainte. Hein, c'est pas si simple de prendre en charge la violence conjugale. Et est-ce qu'on peut prendre en charge des gens qui ne savent pas comme des gens qui restent ensemble? Ben non. Alors, je glisse vers ma conclusion. Je voulais vous dire quelques éléments sur les critères de dangerosité, mais vous pouvez les retrouver un petit peu dans les livres que je vous ai proposés. Donc, celui que j'ai fait aussi chez Payot avec Muriel Salmona, Violence conjugale et famille. Je n'ai pas le temps de les développer, hélas. Un mot sur les enfants pour dire quelque chose de simple. Dans ma longue expérience, on se préoccupe beaucoup du destin des enfants. Qu'est-ce qu'on ne faisait pas avant? On ne leur en parlait pas. Et l'élément qui est la bonne pratique avec les enfants, et d'ailleurs le débat intellectuel enfant victime ou témoin ne m'intéresse pas, enfant exposé à la violence, voilà la réalité clinique. Et donc les enfants vont plus ou moins bien, plus ou moins mal, mais il faut leur en parler. Quand il y a quelqu'un dans la famille qui peut parler aux enfants de ce qui se passe dans le couple de ses parents, curieusement, c'est comme si ça purgeait, alors qu'ils sont jeunes, un peu ce qui se passe, et il n'y a pas de reproduction un petit peu à l'âge adulte, comme on l'a trop facilement dit. Bien sûr, on a des historiques d'hommes violents qui ont vu leurs parents se taper sur la figure, bien sûr, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, le seul critère de la compréhension de la violence conjugale, vous l'avez compris. Alors, en guise de conclusion, d'abord, 3 messages. Avec les victimes, oser deviner, oser arriver presque alors qu'elles n'en ont pas encore parlé, si on a l'intuition. C'est fondamental pour moi, pour les professionnels, parce que ça permet de dépister tôt des situations. Il y a des femmes qu'on voit pour d'autres choses. Effectivement, donc leur envoyer un message avec tact, chacun avec son style. J'ai fait d'ailleurs une formation en demandant à chaque personne dans la salle comment vous diriez avec cette femme, avec votre personnalité à vous, et d'ailleurs on pourrait le faire peut-être autour de 3 questions, que finalement vous avez deviné. Le deuxième message, c'est qu'avec les hommes violents, il faut être confrontant. Moi, je suis venu de la thérapie des gentils névrosés, quand j'étais jeune psychanalyste. Les sujets violents, il faut les confronter, pas les agresser. Il faut être confrontant avec eux, et là aussi les techniques de groupe nous y aident, mais même il faut que les thérapeutes ou les évaluateurs soient confrontants. Il faut nommer les choses, sinon on pisse dans un violon. Passez-moi cette expression familière. Et donc pour les enfants, je l'ai dit, il faut leur en parler. Les enfants à qui on a parlé quand ils étaient jeunes, au moment de la violence de leurs parents, de cette violence, eh bien, vont moins mal que ceux
qu'on laisse au risque d'être enquisté dans une partie du fonctionnement psychique. Et vous avez compris que l'esprit de mon propos aujourd'hui, c'était de proposer un discours clair, concret, avec une sémiologie descriptive que tout le monde peut comprendre, qui est à la disposition de l'interdisciplinarité, pour effectivement évaluer et prendre en charge ces situations qui sont d'autant plus complexes. Ma collègue l'a dit pour les professionnels. Une des difficultés que je vois, moi, sur le terrain avec les professionnels, c'est qu'on voit des situations qui sont d'une gravité extrêmement variable. Et donc, il faut que le professionnel s'adapte à des situations où un immature regrette, elle veut revivre avec lui, on se dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Une situation où elle ne sait pas, elle hésite, mais elle ne lui a pas dit non définitivement. Une situation où il y a quelqu'un de très agressif qu'une expertise a décrit comme paranoïaque, et finalement où le champ social se dit, est-ce que ce n'est pas un des risques de féminicide? Donc une grosse difficulté qu'on a tous ici dans l'interdisciplinarité, c'est d'être face à des situations qui sont extrêmement variables les unes des autres, et donc il faut dans l'interdisciplinarité mieux les évaluer ensemble. Et bien sûr, finalement, c'est ça un peu la clinique, je dirais, de terrain, essayer de mieux comprendre, de mieux évaluer, pour surtout... Et on est ici au cœur, et je termine, c'est ma dernière phrase, rassurez-vous, donc du département, la prévention. Ça doit pas être la prévention, d'accord, mais la prévention comment? Pour bien prévenir, il faut avoir des idées claires sur l'évaluation et la prise en charge un peu de situations extrêmement variables, extrêmement différentes des uns des autres. Merci de votre attention.